Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de Jean et d'Antonin de la brasserie Smash. Salut les gars. Salut Alex. Alors, pour la petite histoire, nous, Jean, on s'est rencontrés à Nantes sous pression. Vous étiez présents sur le stand des jeunes brasseries. J'ai fait un épisode avec les 3 autres jeunes brasseries et quand on a enregistré ensemble, la carte SD de mon enregistreur a décidé que cet épisode ne sortirait pas. C'est pas faute d'avoir tenté de se voir ce jour-là. Mais du coup, gagnons au change puisque on va faire un épisode entier sur la brasserie. Allez. Let's go. On est donc là dans les locaux de la brasserie. La brasserie est située à Rennes. Et c'est parti dans un premier temps. Alors, pour vos rôles, Antonin, toi tu es responsable de production. Jean, tu es directeur commercial, responsable C'est commercial. ça, je m'occupe de tout ce qu'Antonin ne fait pas globalement. Ok, il y a la partie prod, la partie administrative et commerce. Ouais, plutôt commerce. C'est plutôt celui qui fait, celui qui vend. Ouais, ok. En gros, ouais, c'est ça. Très bien. Et ben dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter rapidement et de votre parcours et ce qui vous a amené dans la bière. Carrément, moi je pense que c'est toi qui commences quand même. Du coup, salut, je m'appelle Antonin. J'ai 29 Bonjour, ans. Antonin. J'ai 29 ans, ça fait 8 ans que je suis brasseur. Ok. J'ai commencé comme stagiaire à Gallia en 2017, où j'ai bossé pendant 5 ans auprès de Rémi Morin, qui est mon grand mentor, avec qui j'ai vraiment bossé conjointement et qui m'a tout appris, quoi. Et j'ai bossé à Gallia, à l'âge d'or de Gallia. Quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait que 4 fermenteurs, c'était encore tout petit. C'était plus petit que Smash l'est aujourd'hui. Et puis j'ai vu toute l'évolution avec Heineken, c'était toute l'évolution. Puis ensuite avec Heineken, donc j'ai eu l'occasion d'apprendre tout ça, qui était très cool. T'es parti de chez Gallia quand ? Je suis parti de chez Gallia 1 mois après le rachat des 100%. Ok. Mais j'ai bossé 2 ans conjointement avec eux quand les premières prises de participation. Oui. Au début où ils nous laissaient faire ce qu'on voulait avec leur argent et que c'était trop cool. Puis une fois qu'ils ont vraiment trop regardé dans les chiffres, j'ai démissionné. Et j'ai démissionné pour aller dans une nouvelle aventure qui était toute jeune, qui est Prism à Montpellier, à l'époque où c'était encore tout jeune. Et j'ai passé 1 an et demi là-bas, où pareil, j'ai approfondi mes connaissances en apprenant à faire des super IPA méga houblonnés à l'américaine, des gros Imperial Stout bien vénères. Ouais, on connaît le savoir-faire de Prism et les styles de bière. Vers le haut, voilà. quoi. Ouais. Et à côté, la Prism, c'est plusieurs marques. Donc il y avait Vandal aussi, Oui. qui pour savoir faire en fait des bières faciles à boire et adaptées à tous les publics. Et donc c'était cool d'apprendre ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Jean, avec qui j'ai été stagiaire à Gallia, me recontacte parce qu'il avait ce plan d'ouvrir une brasserie à Rennes. Et il me disait, on cherche un brasseur, est-ce que ça te tente ? Est-ce que tu veux quitter le soleil de Montpellier pour venir à Rennes ? J'étais pas persuadé à ce moment-là de le vouloir, mais il a bien présenté les choses. Et finalement, je suis venu voir Rennes, que je connaissais pas. Et ça m'a bien plu. J'ai su trouver les mots finalement, j'ai su les En convaincre. tant que bon commercial, t'as réussi à le convaincre. C'est ça. L'inverse aurait été décevant. Et moi, pour ma part, du coup, Jean, j'ai 30 ans. Okay. Et moi, mon aventure dans la bière est un peu plus succincte puisque j'ai fait un stage chez Gallia en cours de master en école de commerce, quoi. C'est là que j'ai rencontré Antonin et c'est 6 mois qui ont pas mal changé les choses pour moi parce que j'ai vraiment découvert l'univers de plein fouet. Moi, je viens de la Bretagne profonde, vers Tréguier, où il y a quelques brasseries artisanales, il y a une culture bière artisanale, mais c'est pas du tout la craft, quoi. Donc c'était mes référentiels et là, ça a complètement changé les choses, à tel point que j'ai fait derrière mon mémoire de fin d'études sur la bière craft en France. Ok. Et en gros, je m'intéressais à est-ce qu'on peut parler de la révolution craft en France véritablement, comme on en parlait aux États-Unis à ce moment-là. Et voilà, plutôt un côté marketing dans l'approche, parce que le stage que je faisais était en communication. Okay. Et après, j'ai fait carrément autre chose, j'ai plutôt été dans l'événementiel, etc. Et retour sur la bière en travaillant d'abord dans un des bars de notre groupe autour de la bière artisanale, sur un bar qui a 18 becs, qui est plutôt orienté bar à bière. Ouais. Et aux prémices de ce projet, du coup, dès la seconde 1, finalement, de cette brasserie. Ok. Justement, parlons maintenant de la brasserie. C'est structuré. Voilà.
Smash est une brasserie toute jeune, puisqu'elle a été fondée fin 2023, octobre, enfin en tout cas les premiers... 10 novembre 2023, les premières bières ont été servies. Ok, C'est ça. précis. C'est ça. On s'en souvient bien. Ouais. Il y a eu pas mal de travail en amont, forcément. Oui, bah oui, forcément, comme toute brasserie. Et beaucoup de stress pour le 10 novembre, justement, où Ouais. on avait promis une ouverture en grande pompe dans Ouais, vous avez 5 fait un bars en même événement temps, aussi, hein. avec 10 bières, devoir servir 10 bières différentes pour l'ouverture dans 5 bars en même temps. Ah oui. Et moi, je me souviens que 6 jours avant, j'arrivais toujours pas à faire démarrer mon enfuteuse. Donc j'étais un peu stressé. Ouais. C'est pour ça, je pense que la date m'est restée gravée. Ouais, tu m'étonnes. Là, c'était quelque chose. Et puis ouais, il y avait l'idée de la brasserie, c'est de remplacer dans ces 5 établissements pour le lancement des bières industrielles sur 5 références. Et en plus de ça, nous, on s'est dit, c'est trop facile. On va faire 5 références de bières éphémères aussi, Oui. en parallèle, parce que c'est aussi dans les fondements du projet. Et du coup, les 5 bières permanentes sont restées un peu, c'est finalement les mêmes. Les recettes ont un peu bougé, mais l'idée, c'était de remplacer les bières industrielles de ces bistrots-là. Ok. Et à côté, on trouvait donc déjà ce qui fait l'ADN de la brasserie maintenant, c'est 5 bières éphémères par mois, en moyenne, parfois plus, parfois c'est moins, mais avec des bières qui changent tout le temps et cette recherche permanente de nouveautés tous les mois, Ouais. dans des recettes un peu... ça va dans tous les sens, quoi. Carrément. Donc tu me dis si je me trompe, mais en fait du coup la brasserie à la base elle est aussi née à l'origine donc de la personne qui était ou qui est toujours d'ailleurs tenancière de ces Carrément. C'est ça. Nous, 4 ou 5 établissements. Nous, on n'est voilà. pas propriétaire de la Oui. brasserie. On est tous les deux employés. On a été embauchés pour monter une brasserie, pour Oui. monter le projet pour le compte d'un bistrotier de Rennes. Bistrotier, ouais, c'est un joli mot. Mmh. Voilà, Et- il y avait donc cette volonté de proposer des bières artisanales, locales dans ces établissements pour remplacer, comme tu C'est disais, ça. les becs Ouais. industriels. Quoi. Lui, il aime bien la bière, mais il aime bien la bière. Il en vend depuis toujours parce qu'il est bistrotier depuis Ouais. toujours, mais il sait pas la faire. Et du coup, il a décidé, il avait voulu faire ça, mais pour ça, il s'est entouré de gens qui savent la fabriquer, de gens qui savent la vendre, de gens qui savent en parler. Et c'est là où, du coup, il nous a rencontrés et il nous a lâché les rênes. D'accord. Donc, ouais, vas-y. J'allais rebondir, ce qui est assez intéressant dans ce projet-là, justement, c'est la structure où on a chacun nos spécialités, nos savoir-faire, et en fait, on est tous du métier à la base, ce qui fait que la brasserie a déjà une belle vitesse de croisière après un peu plus d'un an, mais c'est parce qu'on vient tous du métier. Voilà, Antonin, bien évidemment, moi aussi, mais en prod, on a Tristan qui était avant chez Coref, on a notre responsable logistique Arthur qui était chez West Boisson, et ça plus ça fait que jusqu'à nos alternants qui sont en zytologie, on en a 2, on est tous du métier. Ça donne donc on sait un peu plus où est-ce qu'on veut aller, quels sont les grands écueils peut-être à éviter au départ. Bien évidemment, on fait plein d'erreurs et parfois on les regrette, et parfois on passe beaucoup de temps à la tâche alors que on aurait pu simplifier la vie, mais ça nous permet quand même un peu plus savoir, du moins, vers quel style de bière on veut aller, et des choses comme ça. Parce que du coup, comme on le disait, les premières bières ont été servies en 2023, le 10 novembre. Ouais. Donc 2024 a été la première et seule année complète pour le moment de la brasserie, C'est ça. avec 3800 hectoproduits, ce que tu me C'est ça. disais. Ouais. Ouais. Ce que beaucoup, je pense, de brasseries artisanales aimeraient faire leur première année. Donc avoir ces 5 débits de boissons derrière, ça, on va dire que ça aide d'être assuré d'avoir des ventes dès le lancement. Par contre, ça doit aussi apporter une certaine pression. Oui, parce qu'il faut quand même, malgré tout, il y avait un minimum à produire aussi, parce que Ouais. c'est des débits de boissons qui ont l'habitude de servir beaucoup de bière, et si on n'a plus d'IPA à proposer, Ouais. c'est pas possible Oui. d'être en rupture sur une référence dans un bar comme celui-là. Ouais, et Et puis puis, dès le lancement, en plus, tu dois être du coup régulier sur ta production, sur la qualité de tes C'est ça. produits, sur. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire on n'a pas fait de test. On est allé sur des recettes. Pour l'anecdote, j'avais en partant de Prisme, j'avais quand même pris en photo plein de recettes parce que je voulais. Ils sont au courant de ça? Justement, je leur en ai déjà parlé. Sinon, Justement, ils l'apprennent. J'avais pris en photo plein de recettes en me disant que quand je lancerais mes premières bières, je m'inspirerais. Mais forcément, le temps d'arriver à Rennes, de monter la brasserie et tout ça, j'ai Puis perdu c'est mon pas le même- téléphone et j'ai perdu. Ah oui, déjà, J'ai perdu ça. toutes mes recettes, donc après j'ai refait de tête. Ok. Et quand je leur ai raconté, et les trucs que j'ai fait de tête, ils m'ont dit ah non mais on n'a jamais fait ça comme ça nous aussi. Donc j'ai même oublié finalement ce que j'avais fait, et puis on se réinvente assez facilement. Et ça a été franchement plutôt bien accueilli, nos premières bières au début. Ok. La seule qui avait pas été ouf, c'était la première version de notre lager
Ok. qui a été extrêmement amer pour une première version. Ok. Et 1 an après, on m'en parle encore. Mais alors que c'était que la première version. Mais non, ça a été plutôt bien accueilli et c'était cool d'avoir ça. Mais c'est vrai qu'il derrière, il a fallu tout de suite garder de la régularité et réussir à faire des produits bien, quoi. Bien, et qui répondent aussi aux Au- attentes du marché. C'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, Un tu marché qui est- remplaces des becs de bière industrielle. Donc, Exactement. comment faire un truc qui soit quali, qui respecte un peu les codes de la bière artisanale et craft, sans pour autant perdre le consommateur. Ouais, c'est ça. Par chance, je pense que les Bretons ont aussi une culture bière artisanale assez présente et une propension à aller vers l'artisanal peut-être plus facile qu'ailleurs. Je l'imagine. Les chauvins qui aiment le produit local Ouais, aussi. c'est ça. Je veux dire, Coref a été là parmi les pionniers. Bien sûr, oui. Il y en a d'autres, tu vois, Trimartolot, ça fait longtemps, etc. Et du coup, alors, faut pas directement partir sur des trucs trop extravagants, mais remplacer une bière industrielle par son équivalent local, les Bretons font plutôt Oui, facilement le pari. Il y a moins ce côté peut-être accoutumance à une marque connue qu'on peut retrouver Peut-être moins. ailleurs. Du moins, une appétence à aller vers le petit producteur. Ouais. Et le producteur local, quoi. Et du coup, c'est vrai que nous, le changement a été plutôt bien accepté. Du moins, on n'a pas eu de baisse de fréquentation dans les bistrots. Et nous, sur la gamme permanente, du moins, parce que c'est de ça dont on parle, le pari a été réussi. Il y a eu assez peu de changements, finalement. On est content d'avoir visé plutôt juste dès le début, quoi, là-dessus. Ok. Je sais pas si vous voulez le dire ou vous pouvez le dire, mais c'est quoi les becs, les bières que vous êtes allés chercher remplacer et qu'est-ce qu'il y avait de branché dans ces débits de boissons avant Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, Jean-Louis, déjà, je faisais pas mal tourner les références. Ouais, c'était de la bière industrielle, mais je pense que c'était pas tout le temps la même. Ouais, ok. Moi, je me souviens de. Je sais pas si on a le droit de dire. On a le droit de dire. De toute façon, il n'y a plus. Il y avait de la Sparta en blonde Ok. en premier bec. Il y a eu Bertin-Champ blonde. En blonde plus Blonde, corsée, c'était en belge, blanche aussi. Ouais, en blanche En aussi. triple, je dirais. Et blanche, il y a eu plusieurs blanches. Il y a eu de la Polaner aussi en blanche et ce genre de choses. Ouais. Et en il y a eu longtemps, Hippolaner, ouais. c'est en vrai. IPA, il y a eu beaucoup de la débauche, Ok. qui Ouais. était du coup pas de la bière. Ouais, du coup, il y avait déjà un industrielle, bec de. mais de- c'était d'artisanal. le bec le bec d'IPA de la débauche classique. Ouais. La caution craft. Et, Parce qu'il y mais avait quand même quelques trucs craft. Hein. On Parce que- n'a pas tout remplacé non plus. Il y avait déjà la brasserie sauvage qui était plutôt bien Ok, représentée. il y avait Louarn aussi pendant un temps. Parce qu'avant, dans l'ancien enregistrement, vous me disiez que c'est des établissements qui ont une dizaine de becs C'est en ça. général. En moyenne, ouais, En ça va de moyenne. 6 à 18. Ok, De oui. 8 à donc, 18 maintenant. Mais ils en ont tous 10 minimum maintenant. Tu vois, comme quoi. Je et suis. du coup, oui, quand tu as des becs, il faut quand même un minimum de diversité. C'est ça. C'est pas forcément les bières industrielles Donc qui c'était te t'apportent, pas ou alors 10 t'as bières des doublons, quoi. C'était pas non plus 10 bières industrielles tout le temps. Et, Oui. et du coup, c'était en fait, il fallait remplacer des idées aussi de types de bières, quoi. Ouais. Je pense. Et Et puis, il consommait ce que il travaillait avec un distributeur, et c'était qu'est-ce que ce distributeur a à lui proposer de Bien sûr. pas très cher en ce moment. Parce que ça, c'était le gros pari aussi. Bah, bien sûr. Parce que lui, il est propriétaire de ses becs, donc il a toujours pu négocier ses tarifs plus facilement. oui, parce que Et donc là, c'était monter une brasserie en faisant des becs permanents à un prix qui était négocié depuis longtemps. ouais. Donc ça a été le plus Gros difficile, enjeu, ouais. je trouve. Au tout début, c'était de réussir à créer des recettes et ne pas dépasser tel prix de peut-être, revente, bien sûr. parce que lui, il a jamais acheté plus cher. Ouais. Et quand on fait de la bière artisanale, quand on lance une brasserie artisanale, En plus, on a ouais. tendance à être un peu plus cher parce que les amortissements sont pas les Ouais, mêmes. oui, bien sûr. Et que du coup, Tu fais une transition parfaite sur mon point d'après, où justement je m'étais noté que créer une microbrasserie, ça reste un investissement qui est non négligeable. Donc dans le but de créer sa propre microbrasserie, notamment partiellement pour alimenter ces établissements, il faut que ça t'apporte des avantages. Alors quels sont les avantages que tu peux avoir, à part proposer de la bonne bière évidemment? le kiff. Hein. Le Le gros kiff. avantage, c'est le kiff. Ouais, Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de retour sur investissement tout de suite. ouais. Ça coûte quand même extrêmement cher. Il y a une à inertie faire. de malade mental. Ouais, c'est ça. Le temps qu'on ait ce retour sur investissement, ça prendra quelques années. Mais déjà, on essaie de ne pas perdre d'argent. On va commencer C'est un par bon ça, début. mais on ne va pas en gagner tout de suite. Oui, c'est vraiment. Enfin, je pense que Antonin a raison et j'appuie là-dessus. Le point commun entre tout le monde qui bosse sur ce projet de la brasserie et Jean-Louis le Premier, c'est juste le kiff de tous les produits, de ce qu'on fait. Ça bouge à fond. Il y a une belle réponse de la part des gens. On kiffe travailler là-dessus, quoi. C'est vraiment. Et je pense que ça se ressent plutôt dans les différentes interactions qu'on peut avoir. On est passionné et par ce qu'on fait et par le métier en tant que tel, quoi.
Donc, in fine, alors, il y a quand même un truc à préciser, c'est qu'au départ, quand le projet était assez balbutiement et que Jean-Louis a commencé moi à m'en parler, c'était plutôt une brasserie qui était pensée pour alimenter ses bistrots. Point. À 100%. Ou pas à 100%, mais voilà, c'est Majoritairement, destiné à c'est ces ça. bistrots. Ouais, c'est ça. Et pas la totalité de ces bistrots. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand il m'en a parlé, c'était pour faire 800 hectos par an qu'il voulait faire. Bon, il y a eu un petit dépassement de 3000. Oui. 3 fois rien. Et du coup, quand on a commencé à rentrer dedans aussi, nous, ce qui nous parlait, c'était aussi de donner un peu plus d'ampleur. Okay. Il s'est carrément laissé tenter par le truc. Oui. Et puis en fait, on en est là aussi parce que avec Antonin, on a un peu accepté de rejoindre ce projet-là et de s'y investir autant, pour lui donner aussi une portée nationale, si possible, assez rapidement, d'avoir un peu une vision et surtout de, pas seulement une gamme permanente, aussi une gamme éphémère, aller rechercher, aller expérimenter, aller, voilà. Ça, on va y venir, il n'y a pas de problème. Mais oui, je comprends complètement. Et puis après, il y a un autre... Alors, moi, j'ai vu un autre avantage, je ne sais pas si c'était forcément ce qui était recherché aussi à la base, mais tu as quand même un gros côté... aspect consommer local, écolo, tu fais pas venir des fûts de Belgique pour les consommer sur Rennes, tu vois, ça coule de source finalement. Finalement, c'est du fait même de vouloir et de penser artisanat et artisanat local et bière locale, c'est le truc clé que tu viens chercher quand tu poses la question. Mais ça, la démarche était déjà en route, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. La démarche était déjà en route du fait de travailler avec... on parlait de Louarn, on parlait de Sauvage ou d'autres, et ça tentait déjà à se rapprocher. En fait, les routes menaient à ça pour la vie des bistrots, et du coup, d'où la brasserie. Quand tu as une bière qui vient, je sais pas, tu parlais d'une Polaner qui vient d'Allemagne, où le prix d'achat de ton fût, c'est peut-être la moitié, c'est de la bière. Un quart, c'est des droits d'assises et un quart, c'est du transport. Ouais, c'est ça. Au final, quand tu es en petite brasserie, production avec des droits d'assises réduits et un coût de transport négligeable, au final, alors certes, tu n'as pas le volume industriel d'un Polaner, tu n'as pas les mêmes amortissements, donc ton jus va te coûter un peu plus cher à produire, mais cela dit, tu peux peut-être aussi aller chercher beaucoup plus de qualité en économisant sur ce transport et ainsi de suite. Donc tout est bénéfique finalement. Bien sûr. Et il y a aussi peut-être qu'on va reparler produits après, mais... Bien sûr. La proximité fait que nous, voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup de produits houblonnés. Il y a la fraîcheur, voilà, et jamais un distributeur, enfin, sauf distributeur dédié, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une fraîcheur, une qualité de produit qui est inhérente à notre existence dans les bistrots Jean-Louis. C'est du direct producteur, quoi. Ouais, complètement. On va parler un petit peu pour nos amis geeks de matos. Ouais. Ah, moi je reviens. Ok, La brasserie, tu peux nous parler un petit peu de l'installation? Ouais, carrément, on est parti sur... si on parle de matos, on est parti sur une brewhouse compacte en 10 hectos de chez EasyBro, et à laquelle on a rajouté une cuve tampon de 10 hectos aussi chauffante. Le fait qu'elle soit chauffante, ça fait qu'on enchaîne vraiment plus rapidement les brassins. Est-ce que tu peux préchauffer ton eau Non, parce que c'est-à-dire que je fais un j'empâte, je filtre, et ce que je filtre, je l'envoie dans ma cuve tampon qui fait ébullition. Donc dès que j'ai commencé ma filtration, je lance un deuxième empâtage. Tu peux dédracher, remettre... 2 heures après le premier empâtage, j'ai lancé le deuxième déjà. Okay. Ce qui fait que je brasse minimum 2 fois par jour. Donc sur une 10 hectos, je brasse 20 hectos par jour. Et on monte jusqu'à 4 brassins par jour. Là, cette semaine, par exemple... Des journées un peu... C'est des journées un peu plus longues où il y a un gars qui arrive, parce qu'on est plusieurs quand même en prod, avec un mec qui arrive à 6h du matin, qui lance le premier brassin, un gars qui fait le dernier nettoyage vers 22-23 heures. Quoi. Okay, ouais. Et on a 2 fermenteurs de 10 hectos. Ça, c'est vraiment le bonheur quand on veut s'amuser à faire énormément de bières expérimentales. C'est qu'on sait qu'un Imperial Stout, vaut mieux le faire en 10 hectos parce que c'est sûr. L'expérience de chez Prism de brasser minimum en 50 hectos, et ça fait que derrière, quand tu fais une éphémère, t'as 50 hectos. Et là, au moins, on peut faire des 10 hectos, des trucs un peu cool. Mais on a aussi 6 fermenteurs de 20 hectos pour faire des éphémères qui vont se vendre bien, comme des bonnes Neipa. Et 4 fermenteurs de 40 hectos, principalement pour nos permanentes, qui vont tourner très vite. On a une centrifugeuse Alpha Laval, la Brou 80. Okay. Moi, je voulais absolument bosser avec ça, déjà parce que ça permet de réduire le temps de garde, ça permet d'avoir des bières, je trouve, plus clean, sans enlever la haze des IPA, par exemple. Et puis, ça fait depuis Gallia, donc depuis 6 ans au moins, que je travaille avec des centrifugeuses Alpha Laval. Alors, je travaille avec le modèle d'au-dessus. J'aurais préféré avoir le modèle d'au-dessus, mais il y a quand même 100 000 € d'écart entre les deux. Et c'est vrai qu'avoir un très gros modèle pour des fermenteurs de 20 hectos, c'était pas forcément utile. Donc on est parti sur ce modèle-là qui se prend très facilement en main. Et du coup, les gars que j'ai formés dessus, ils se sont formés en 1 semaine, quoi. Donc c'est très bien.
On a une laveuse enfuteuse de chez Cake Technique qui prend pas beaucoup de place mais qui est super bien parce que j'arrive à tomber un fermenteur de 40 hectos en une journée sans trop dépasser sur les horaires, quoi. Et comme on bosse principalement en fût inox, on a un parc de 2300 fûts aujourd'hui, on rachète 1200 fûts dans le courant 2025. Donc c'était bien d'avoir ce genre de truc, sachant que nous on fait principalement de la bière pour bistrot, du coup principalement du fût. On a fait 97% de fût en 2024 et seulement 3% de canettes. C'est énorme. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Du coup on bosse avec Remplis-moi, qui sont un des encanneurs ambulants que les gens qui t'écoutent connaissent sûrement. Et que c'est trop bien parce que les mecs bossent très très bien et du coup c'est pas à nous de nous occuper de cette machine, donc on est autour, on fait l'encartonnage et tout ça, mais moi c'est la plus grosse hantise que j'ai eue de mes autres années précédentes en brasserie, c'est devoir réparer l'encanneuse ou l'embouteilleuse. C'est ce qui tombe le plus souvent en panne, ça, c'est vraiment et comme je suis pas bricoleur pour un sou, ça me saoulait. Donc du coup l'avantage c'est qu'aussi tu t'embêtes pas avec une dépense en plus sur un outil qui va tourner qu'une fois de temps en temps. Et en même temps, maintenant qu'on a un an, je me dis, si on avait une encanneuse, ça me permettrait de pouvoir encanner plus souvent et de ne pas avoir à attendre toutes les 6-8 semaines que Remplis-moi vienne. Et voilà. Donc, petite précision quand même, tu dis qu'on n'a pas d'encanneuse, on a une canular. Ah oui, pardon, on a une canular semi-automatique. J'ai acheté sur Rolling Beer. Voilà, toutes les bières, 100% des bières qui en sont encannées sont oxydées. On n'a jamais su bière là, on était naze. Du coup, on l'a utilisé 2 semaines, quoi. Ouais, franchement, ça n'était pas le meilleur investissement. Et si quelqu'un veut une canular. Tu fais des bières oxydées du coup? Non, vraiment, c'est parce que moi j'en faisais pas mal pour faire des échantillons, etc. quand on n'avait pas encore de canettes. Et j'ai une quiche, quoi. Franchement, j'ai juste pas appris à bien utiliser le truc. Ça doit très bien marcher pour ceux qui savent s'en servir. Ouais, bien sûr. C'est vrai que dans mon cas, et puis heureusement qu'on a très vite eu Remplis-moi et machin, parce que d'ailleurs, t'as un beau produit et la canette, c'est quand même un super produit aussi. Et voilà, moi je savais pas les faire. Bon, et donc, si jamais, sache que si tu veux un jour investir dans une encanneuse, l'épisode est sponsorisé par American Canning. Ok. Voilà. Donc, c'était le meilleur moyen de le caler, celui-là. Là, tu m'as ouvert une porte, j'étais obligé d'y aller. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Depuis le début, on a évoqué plusieurs fois alors sur des bières éphémères et une gamme permanente. Est-ce qu'on peut déjà un peu parler de comment est construite la gamme permanente? Carrément. Carrément. Alors la gamme permanente qui vient tout juste de compter une nouvelle référence, donc on arrive à 6. C'est ce que je m'étais noté. Ouais. 6, on a donc une Bohemian Pilsner à 5 degrés en blonde premier bec, on va dire, quoi. Notre version de la bière de soif dans le bon sens du terme. Aquatrip, c'est bien précisé le nom. Pour la nommer quand même. Ouais, oui, c'est quand même mieux. Aquatrip, belle base maltée, petite côté, petite amertume légère, mais voilà, rien de bien clivant. Je sens que ça fait 3 dégustations ce matin. Ouais, moi je maîtrise mon truc. Ensuite, on a quoi? On a Weiss, une wheat ale. Un petit peu, donc, toute la gamme permanente est un peu revisitée à notre sauce. C'est des grands classiques qu'on va retrouver un petit peu twistés à notre manière pour que nous on y apporte notre touche aussi. Peut-être qu'Antonin pourra nous parler un petit peu de Weiss, la recette, tout ça. Ouais, Weiss, donc une wheat ale brassée avec de l'écorce d'orange amère, écorce de citron, coriandre sur les bases de vie de bière, mais avec de la levure allemande. Eh ben, très bien, je vois ce que ça donne. Donc, voilà. Et je trouve que c'est très cool. C'est celle que j'ai le plus retravaillée comme recette avant d'arriver sur la recette définitive qui me plaisait. Et là, franchement, c'est très cool. Ça plaît à beaucoup de monde. On est sur 40% de blé, je dirais, à peu près. Okay. À 5,5 degrés, celle-ci. On a ensuite une Belgian Golden Ale
qu'on a nommé SP95 En toute finesse. en toute finesse pour les gens qui aiment boire des Belgian Golden Ale à 6,5 degrés. Ok, ouais. Donc qui est bien malté, qui est un peu péchu, quelques esters de banane, levure d'abbaye quoi. Note de pain toasté. Elle a ses aficionados, mine de rien. Ouais. Je te parlais de Bertin Champ, c'est un peu le genre Oui. de produit qu'on a été remplacé là-dessus. Ok, je vois. Voilà. Dans la continuité, il fallait faire une triple belge. Du coup, on a gardé la même levure. Un peu plus de watts. Un peu plus de watts, un peu de sucre, un peu de dextrose Oui. pour augmenter les watts. Étant pas très fan des triples belges, du côté écœurant, sucré des triples belges, on a décidé de la brasser avec du seigle, du Red Rye Crystal de Simpson, donc du seigle un peu toasté, un peu rouge, qui va déjà lui donner une couleur assez sympa et aussi qui va assécher la bière. Du coup, elle a pas ce côté écœurant et on a plus envie d'en reboire. Elle est à 8,5 et on les sent pas forcément, ce qui est plutôt agréable. Et ensuite, on passe sur celles qui nous plaisent le plus, du coup, nos deux IPA. Alors, non pas qu'elles ne nous plaisent pas. Non, qui nous plaisent le plus. attention. Attends, Là, c'est vrai qu'on n'est pas à la base pas trop buveur de bière belge, mais au final, il n'y a absolument rien dans nos bières qu'on ne boirait pas en pinte sur la gamme permanente. C'est vraiment buvabilité max, quoi. Et ensuite, les IPA, on en a deux. Alors, historiquement, on a commencé par Affluence, qui est un peu, au début, c'était juste on l'avait juste appelé IPA, quoi, qui est en fait plutôt tend presque vers la NEIPA. C'est une East Coast. Voilà. On a fini par segmenter. Celle-ci est East Coast, donc avec un petit visuel de perroquet qui fait sa petite renommée ici. Et très trouble, sur des notes vraiment de fruits tropicaux, façon jus de fruits, quoi. Et que nous, on a poussé comme notre IPA de base et qui a fait un petit peu nos armes ici. c'est ça, en commençant, moi, je voulais la présenter comme ma carte de visite. Ok. Personne connaissait Smash. Je disais aux gens, goûtez Affluence et vous saurez ce que je sais faire comme IPA, quoi. Ok. Et du coup, c'est devenu en un an notre meilleure vente, finalement. C'est ce que 6 degrés, voilà. 6 degrés, Citra Mosaïque. Le grand classique. Ah oui, mais ça efficace, marche. Ouais, c'est sûr. J'ai beau vous faire plein Pourquoi vouloir d'autres révolutionner quelque chose qui IPA. fonctionne À chaque fois, j'ai envie de revenir sur Affluence parce que Citra Mosaïque, putain, c'est bon, quoi. Bah oui. Ouais, la texture est bien, un peu d'avoine, machin, c'est cool. Et ensuite, donc, on a fait sa cousine, Pasadena, qui est plutôt à la base une demande de nos clients. On nous a beaucoup fait remonter la demande, donc on a fait plusieurs tests pour des West Coast, en éphémère d'abord, et quand on est tombé sur une recette qu'on aimait bien, on a créé Pasadena. Et du coup, on reprend un peu les mêmes principes, on est sur les mêmes prix, mais on est sur un produit qui a les mêmes codes marketing, mais par contre, on est sur de l'amertume, on est sur une aromatique plutôt résineuse, pain, tout ça. Okay. Voilà. Et un peu plus pour les aficionados de Old School IPA. Et ça boucle un petit peu en ce moment. On sent qu'il y a un retour. Il y a des nostalgies qui se font de plus en plus nombreux. Il y a un marché. Ouais, la West Coast, ça revient. On a pensé à eux, on les a écoutés. Il faut. Ouais, Et en permanente, du coup. Et ça colle aussi peut-être plus à la vision qu'a le très grand public de l'IPA avec un peu plus d'amertume, un peu plus de... Et mine de rien, et puis, ça marche. Il y a les deux. C'est vrai qu'on a souvent... c'est une phrase que je dis souvent, mais que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont goûté Affluence et qui nous disent je pensais que j'aimais pas l'IPA. Et en fait, parce qu'ils aiment bien, ils découvrent quelque chose de différent. Mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui l'amertume, ça compte. La robe plutôt rouge. Voilà, et il y a, mine de rien, il y a plein de monde à satisfaire dans les deux camps de l'IPA. C'est marrant de pouvoir présenter les deux, honnêtement. C'est le mieux. Ouais. Et là-dessus, tu es aussi parti sur un combo de houblon classique de la West Coast. T'as quoi? T'as Cascade Centennial, Amarillo, non? En fait, si j'ai fait Cascade Amarillo. Ouais, j'allais dire que non, mais bon, ok, Cascade Amarillo. Et d'ailleurs, j'ai dû refaire mes contrats de houblon en fonction parce que j'avais pas prévu d'en commander autant pour cette année. Alors que du Citra et du Mosaïque, j'avais prévu d'en commander beaucoup. C'est sûr. Et à côté de ça, donc, de ces 6 bières permanentes, de l'éphémère à foison, je crois qu'il y a eu quand même, depuis le lancement, un sacré nombre de recettes. Hein. Ouais, bout à bout, en un an, on a fait à peu près 70 bières différentes, quoi. Ouais. Et on aime bien aller... en fait, on aime bien faire des collabs déjà, c'est un des premiers éléments. Mais collabs dans tout genre. On aime bien, bien sûr, brasser avec les copains brasseurs. Ça, on en fait de plus en plus et c'est vraiment cool. Mais on essaie aussi d'aller dans d'autres univers. On a fait une collab avec une pâtisserie, par exemple. Okay. On a fait une collab avec une association de tri des déchets en festival. Et pourquoi pas. Là, on est en train de préparer une collab avec des gars qui font du textile, qui nous font notre merch beaucoup. Ok.
Et ça apporte, ça apporte voilà, aussi une touche toujours un peu différente. Chaque série, on travaille avec des illustrateurs ou illustratrices différents, rennais, mais pas que, pour un peu mélanger aussi les savoir-faire et tout le monde apporte un peu sa touche et on laisse globalement carte blanche. Alors bien évidemment, on donne des éléments pour pouvoir construire dessus, mais voilà, on aime bien avoir croisé un peu les univers et les savoir-faire sur la gamme éphémère, du goût, mais pas que. Et ensuite, en style là-dessus, on a vraiment fait tout, quoi. On a la chance de faire beaucoup de fûts, d'avoir des bistros pour écouler aussi des éphémères. Donc quand on fait des styles différents, donc on fait énormément de NEIPA, on a beaucoup de sour, parce qu'on adore ça, et qu'on peut s'amuser à faire plein de goûts différents, travailler des poivres, travailler des thés, travailler des fruits, travailler des épices, travailler des herbes, enfin il y a plein de choses différentes. Mais ce que je trouve cool qu'on fait ici, que je faisais moins avant, c'est travailler des vieux styles, comme faire des bitters, faire des alt-beer, faire des trucs comme ça, que les gens ont envie de boire en pinte, et que du coup, on a du mal à sortir en canette ou en bouteille, et quand on la sort en fût, si on n'a pas sorti de canette, c'est difficile de la vendre à un client, alors que le fait qu'on ait nos bistrots, on peut s'amuser à faire ce genre d'éphémère, et de voir qu'en fait, elle marche super bien dans les bistrots. Faire des Irish Red Ale, des trucs comme ça cartonne. Alors qu'une Irish Red Ale en canette, il y en a qui ont essayé, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à écouler leur stock, quoi. Il y en a plein qui ont essayé et tout le monde n'en a pas vendu beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourtant, elles sont très bonnes. Ouais, bien sûr. C'est juste que s'il y a des styles qui ne se vendent pas en canette. Si tu regardes dans notre gamme permanente, d'ailleurs, les styles plutôt belges sont en 33 parce qu'à la base, c'est pas des produits qui se consomment comme tels. Et bizarrement, il y a quand même une demande. À la base, on pensait pas en vendre. Du coup, on les avait fait en 33 parce qu'on pensait que ça allait être que de l'échantillon. Ok. Et puis finalement, il y a des cavistes en mais je suis persuadé qu'en 44, ça n'aurait pas, ça aurait pas eu le même effet. Ouais. Déjà, la canette correspond pas forcément au code du style. Bien sûr. Ouais. Alors la canette 44 encore moins. Ouais. Bien sûr. C'est étonnant. J'aurais pas pensé que tu me dises. Bah ouais, mais nous, honnêtement, on est les premiers surpris. Et en fait, on est en rupture. Exactement. Et là, typiquement, on a dû prévoir cette semaine voilà, parce que ça sert d'une part, bien évidemment, à avoir ta gamme permanente en canette, c'est toujours pratique pour démarcher, imaginons machin. Mais en fait, voilà, les styles belges en canette, il se passe peut-être quelque chose. Ouais. L'avenir nous le dira. T'as évoqué un truc marrant en parlant des collabs, donc d'une collab avec la marque, avec ceux qui vous font votre merch en textile. Alors, ça me donne encore un pont vers un truc que j'avais préparé, tu vois. C'est génial. J'aime beaucoup cet épisode. À croire qu'on l'a préparé ensemble. C'est fou. C'est pas vrai. Hein. Non, on n'a rien préparé. Enfin, moi, j'ai préparé dans mon coin, mais Et oui, je m'étais noté qu'en fait, moi, la première fois que j'ai eu connaissance de l'existence de la brasserie, c'était à Saint-Malo l'année dernière. Ouais. Donc Saint-Malo, le Saint-Malo Craft Beer Expo qui se tient en mars. Donc la brasserie avait 4 mois de commercialisation de bière. Donc vous étiez vraiment tout jeune. Et sur place, j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant il faut que tu ailles voir Smash, tu verras, c'est tout nouveau, c'est trop cool et compagnie. Chose que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'y étais que le vendredi et que. C'est déjà beaucoup de choses à voir. J'allais te dire, on s'est pas vu, mais bon. Ouais, super. En fait, tous les ans, je vais à Saint-Malo et tous les ans, je me dis, je vais découvrir des nouvelles choses. Et en fait, sur la journée pro du vendredi, j'ai à peine le temps de serrer les paluches des gens que je connais pour après dire putain, et t'en connais de plus en plus chaque année. Et c'est de pire en pire. Maintenant, il faut vraiment que je reste 2 jours. Et donc, du coup, ce que j'avais quand même remarqué et qui m'a un peu surpris, c'est que je me suis dit, c'est une jeune brasserie. Déjà, tout a l'air canon, les visuels sont cool, il y a plein de bières. En plus de ça, ils ont plein de merch. Est-ce que ça fait partie un peu d'une stratégie avec des codes pour rentrer directement sur le marché un peu plus beer geek, de se dire il faut qu'on arrive et qu'on arrive à se montrer, qu'on arrive à représenter notre marque. Alors je sais pas, c'est une stratégie, mais je crois que ça vient aussi du fait qu'on vient du monde de la brasserie, on sait que le merch c'est cool et on aime. Moi, j'ai pas acheté un t-shirt en 8 ans et j'ai 200 t-shirts de brasserie qui traînent dans mon armoire. Oui, bah tu vois. Voilà, et en fait, ça vient de là. Du coup... La réalité, c'est qu'il fallait vêtir Antonin, qui sans ça se serait retrouvé nu. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas faire de machine en plus. Donc, il faut bien des nouveaux. Non, en vrai, la réalité, c'est que c'est un peu inhérent au projet parce qu'on connaît les codes et voilà. On est nous-mêmes amateurs de merch, on aime bien un peu se casser la tête là-dessus. En plus de ça, on a un peu, tu vois, on parlait de collab, de choses comme ça. Ça fait partie de l'esthétique de la marque. Et nous, c'est des choses assez naturellement, on va réfléchir, on aime bien triper autour de ça. Et du coup, au Saint-Malo, tu vois, typiquement, on s'était dit,
quitte à aller au Saint-Malo, faisons les choses bien, qu'est-ce qu'on peut apporter C'était votre premier salon? C'est le premier salon. Ouais, ok. Et ouais, donc il fallait, Premier salon, ouais. fallait arriver et montrer un peu en fait, qui vous étiez. Quoi. Ça y est, on est arrivé. Et du coup, on a fait la collab avec la pâtisserie qui exposait aussi. Au Saint-Malo, tu pouvais faire un food pairing avec et la bière et la pâtisserie. Elle faisait des petits choux à la crème, c'était incroyable. Et du coup, à côté, nous, le merch, tu vois, typiquement, on travaille, on essaie aussi de faire ça de manière logique. Typiquement, là, on travaille avec des gars qui sont au bout de la rue, mais notre fournisseuse de bananes et de bob, elle fait tout à la main, c'est une créatrice. Voilà. Et nous, sur le merch, on marche. Qui est à 50 km d'ici. Ouais, elle est à 50 km d'ici. C'est que du tissu récupéré, tout ça. Donc, c'est la... en fait, ça rentre dans l'esthétique qu'on veut se donner et dans nos valeurs, quoi. Donc, oui, pas proposer du merch de merde pour avoir du merch. Non, en fait, il faut que ça soit quand même des trucs quali. Faire des trucs à Taïwan pour avoir un maximum de merch. En plus, on source pas mal ce qu'on fait pour avoir des trucs corrects et du coup. On essaie de faire jouer le local et en plus de ça, on marge pas là-dessus spécialement. C'est pas une recherche. L'idée, c'est de se rembourser et de rembourser peut-être les t-shirts que moi je vais prendre pour moi. Mais en gros, les gens qui achètent du merch, ils payent la valeur vraie du merch et un petit peu de tes t-shirts à toi. C'est ça, exactement. Et parce qu'en fait, notre métier, c'est de faire de la bière. Oui. Mais du coup, si les gens aiment notre merch, ils vont aussi aimer notre bière. Enfin, ça va un peu ensemble. T'achètes pas le merch d'une bière que t'aimes pas, généralement. Ah oui, bien sûr. Et du coup, ça va avec. Et on fait que les trucs qu'on aime porter aussi. Franchement, on fait des bières qu'on aime boire et on fait du merch qu'on a envie de porter. Donc, et on vit le truc. Franchement, on vit le truc à 100% et on se met, nous, à travers les différents éléments qu'on fait. Le merch en fait également partie. Il s'avère qu'on aime ça. Et voilà, globalement. Les bananes, c'est vraiment le petit point d'attention là-dessus. C'est un vrai taf. Il y a beaucoup de gens qui me disent 45 balles une banane. Et c'est fou parce que une banane Nike, ça vaut presque ce prix-là. Et nous, on fait travailler une vraie créatrice, etc. Et tout le monde s'y retrouve. Et les produits, ça te dure tellement longtemps, quoi. C'est tellement robuste, quoi. Et bref, voilà, les bananes, c'est notre petite marque à nous, on aime bien. Ouais, on aime bien que ce soit nous qui le faisions. Les bananes, faites pas que les autres fassent des bananes, bien évidemment, tu vois. Mais faites bosser les artisans de chez vous, quoi. Pour revenir sur la partie plus bière. Ouais, sur cette, quoi qu'il y a aussi un peu de merch aussi, mais sur cette première année de lancement, vous avez eu l'occasion de faire quand même quelques festivals du coup, puisque on le disait, nous on s'est revus à Nantes après. Ouais. Tu me disais que vous aviez fait Paris. On a fait Paris et on a fait Orléans. On devait faire Lyon, qu'on a dû annuler une semaine avant parce que j'ai eu un accident de vélo et que je ne pouvais plus y aller. Merde. Mais du coup, on y sera cette année. Trop bien. Surtout. Orléans, Landry Varzec dont on revient. Oui. Et ça c'était 2025. Ah oui, tu parles de l'année en soi, oui, c'est vrai que je pense ça juste avant. Là. Mais ouais, donc du coup une première année comme ça avec quand même quelques festivals qui sont assez costauds parce que Saint-Malo ça fait quand même beaucoup de beaux noms en général. Ouais. Nantes c'est un petit festival mais qui pareil a de beaux noms et un public assez qualifié. Vous avez eu des bons retours de ces salons que ça... Chaque salon a vraiment son esthétique. Je dirais que Saint-Malo, forcément, nous, on joue à domicile, c'était le premier, etc. Donc, étant un peu les nouveaux, on a eu beaucoup de belles retombées. Ça a été un super salon. On a connecté autant avec les gens qu'avec des pros, particuliers aux pros, quoi. C'est vrai que ce salon a quand même cet avantage d'avoir une vraie journée intégralement dédiée aux pros. Et alors, quand t'es tout jeune, lancé depuis 4 mois, je pense que ça va être un bon moment pour prendre du contact. Ah ouais, on a eu des super retombées. Et les gens venaient nous voir et se passer un peu le mot, va voir ce que tu as dit tout à l'heure, on l'a entendu plusieurs fois et c'était top parce que du coup on m'a dit qu'il fallait que je passe vous voir, qu'est-ce qu'il faut que je goûte chez vous. Donc ouais, Saint-Malo, c'était un bon starter. Et ensuite, il y a eu Paris dans la foule, enfin un peu plus tard dans l'ordre. Paris c'est en mai, je crois que c'était Paris celui d'après. Paris plus sur du particulier, c'était cool de se faire connaître aussi à Paris. Nous on a forcément du fait de Galia un peu de connaissances sur place, donc voilà. Ouais, puis moi j'ai grandi à Paris, donc les copains qui viennent aussi. Être brasseur pendant 5 ans à Galia fait qu'on connaît pas mal de monde dans le monde de la bière parisienne. Forcément, ouais. Donc c'était cool de revoir un peu tous ces consommateurs et de les revoir maintenant que c'est notre brasserie, quoi. C'était assez sympa. Pour les collabs aussi, ça permet forcément un peu de reconnecter aussi avec d'autres brasseries qui se déplacent jusqu'à Paris, qui n'iraient pas forcément jusqu'à Saint-Malo. Il y a toujours c'est qui se créent pendant les salons. C'est sûr, oui. Ouais, bien sûr. Ça, Orléans, alors moi j'y étais pas, mais moi non plus, on avait plutôt orienté particulier. Moi j'y étais aussi, oui, c'est grosse guinguette un peu. Ouais, c'est ça, et qui termine en teuf, de ce que j'ai compris. C'est toute une journée, 19h, il y a des concerts et ça boit de la pinte, c'est plus trop de la dégustation. Ça ouvre à 11h, ça finit à 23h
il y a du concert, il y a des jeux en plein air, des cornholes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas le salon où tu viens servir des galopins. Ouais. Les gens, ils viennent pas forcément en beer geek, envie de découvrir des nouveaux produits, mais Plutôt un peu la teuf, quoi. ils viennent faire la teuf en buvant des bonnes bières. Et, Oui, c'est ça. et tu sers du 25 ou minimum. Ouais. Et en effet, comme dit, à partir de 19h, c'est plutôt de la pinte à foison. Ouais. Ouais. Donc, Et c'est bien aussi. Hein. Ouais, franchement, bah, c'est top pour aller faire la teuf, parfait, quoi. Et Orléans, plutôt sur du particulier. Et ensuite. Et Du Nantes. coup, Nantes. Et Nantes, alors Nantes, c'est assez marrant, c'est un peu les deux. Moi, je sais pas ce que toi t'en penses, mais Nantes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens plutôt orientés, pas forcément beer geek, mais assez éclairés sur le sujet. Forcément, en salon, tu vas avoir un peu de tout. T'as du beer geek et pas que. Mais je trouvais qu'à Nantes, il y avait une grosse connaissance quand même de base. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que, alors, c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup de beer geek profond, mais c'est beaucoup de gens qui sont amateurs de bonne bière, Bien qui sûr. ont une petite connaissance. Au La moins canette de- n'est pas une question. Voilà, C'est, l'existence de la craft n'est pas inconnue pour eux. Et ouais. alors, en effet, quand tu as des brasseries, quand même des trucs qui viennent de faire du lambic, des trucs comme ça, bon, ça parle pas forcément à tout ouais. public, mais par contre, découvrir des brasseries qui font des bonnes grosses NEIPA, des Imperial Stout et des Sour, ça leur parle. Carrément, ils sont assez de moteurs de nouveautés. Nous, tu vois, on était parmi les jeunes brasseries. Au début, on se disait, putain, on est peut-être un peu en retrait. On était très serrés, honnêtement. On était 4 sur un petit stand. Ouais. Au début, on s'est dit, ouais, ça va être costaud. Et en fait, il y a eu beaucoup de passages et il faisait beau. En plus, on a pu déborder sur le stand. C'était un super salon. On était très bien reçus. Et Et 2 ou 3 on était 3. On était 3. Et il y avait et Nantes, forcément, pour nous, c'est mine de rien, c'est pas si loin. Bah oui. Donc, ça connecte un peu. C'est un peu c'est pas non plus Un comme peu ça. la Bretagne encore. Alors, Nantes est en Bretagne. Ah oui, pardon. Sachez-le. Je le place ici. Non, et c'est vraiment intéressant aussi, mais un peu plus orienté quand même particulier. Oui. Mais beau salon et on reviendra avec plaisir. Trop bien. Et donc sur 2025, il y a une volonté comme ça de continuer à se Les faire salons, ouais, grosse frustration sur Lyon, forcément, nous, par rapport à l'année dernière. Là, tu verras, Lyon, pour le coup, je sais pas si tu es déjà allé, toi, en tant que Moi, personnellement, visiteur ou quoi, mais je trouve que c'est un salon qui, pour le coup, alors c'est encore différent de Nantes parce que tu as peut-être 3 ou 4 fois plus de visiteurs. C'est très costaud. T'as 4 fois plus de brasseries aussi. Tu as une centaine de brasseries, donc tu dois avoir 2-3 fois plus de brasseries. Mais par contre, là, tu as vraiment un public geek, alors pas à 100%, hein, mais beaucoup plus de geeks qu'ailleurs, des gens, des geeks qui font vraiment le déplacement pour venir un peu toute la France, qui descendent de Paris. Donc, tu as un public très, très éclairé, quoi. Je sais que l'année dernière, 2024, il y avait toujours une grosse sélection de brasseries internationales et compagnie, mais les trucs qui cartonnaient, c'était les brasseries ricaines. Il y avait Trissons qui était là, qui vendait des quilles d'Imperial Stout à 80 €. Ils se sont fait dévaliser. Enfin, toi, c'est des trucs que tu vois pas dans tous les festivals non plus. Carrément. Dans quel monde? C'est bien de nous le dire avant qu'on y aille. On va faire des... Bah, vas-y plus. Avec une banane. Voilà. Imperial Stout dans une banane à 80 balles. Vas-y plus avec des fûts de triple NEIPA qu'avec des fûts de triple belge. Mais Ouais, oui. bah, cette année, le thème de Lyon, c'est les sans-alcool et les, Ou les et les barriquets. Voilà. C'est sympa, Et où c'est sympa de prévenir 2 mois en avance, d'ailleurs, les barriquets. Comme c'est un style de bière qu'on fait vraiment que 2 mois en avance. Ah bah oui. Je le dis pour ceux qui nous écoutent. Ça dénonce, là. Waouh. Mais il te reste plus qu'à faire du sans-alcool. Ouais, c'est dans les pipes, du coup. Du coup, on se fait porter par le Je truc. pense qu'on va pas être les seuls à avoir ce raisonnement-là. Bah ouais. Exactement. Oh, putain, j'ai pas de barrique, qu'est-ce que je fais? Ouais. Bon, bah, du sans-alcool. On va pouvoir boire des pintes hein, pour Moi, le j'ai coup, on va pas faire que hâte de galop. goûter le sans-alcool vieilli en barrique. Ouais, oui, ouais. Il y a forcément Bah, un qui va le forcément faire. quelqu'un qui va le faire. Donc, Hop water avec un petit finish en barrique de Bourbon. exactement. Et qui refermente bien dans la canette, tu vois. Donc, avec tous ces salons passés et à venir, on voit qu'il y a quand même une volonté d'aller parler à un public assez connaisseur et du coup de sortir un peu aussi peut-être de Rennes et de ses environs. Bon, Carrément. j'imagine que quand tu vas à Lyon, c'est pas pour faire venir les gens jusqu'à Rennes. Ouais, alors il y a plusieurs éléments. D'une part, il y a ce côté salon aussi où le Lyon, c'est quand même une forme ça fait grande plaisir messe de d'être. la Ouais, bière. c'est ça. C'est un peu. Ah oui, être à Lyon, jeune être à brasserie Lyon. à Lyon, c'est T'es cool. une brasserie, t'as pas fait Lyon une fois dans ta vie. Bon, Ouais, c'est ça. Nous, on est content et surtout, ça nous, à titre personnel, ça nous fait plaisir. Mais aussi, forcément, comme je te le disais au début, nous, la visée de la brasserie, c'est une visée nationale et du coup, ça va dans cette suite logique.
logique. C'est pas pour autant que ça va avoir des débouchés commerciaux immédiats, mais il y a quand même voilà, tu plantes des graines pour des futures relations. C'est ça. Et si tu n'y vas pas, de toute façon, ça va rien générer. Il faut se mettre en mouvement pour qu'il se passe que ce soit. Donc on verra bien. On travaille déjà un peu, par exemple, avec du distributeur en local, et on fait aussi du direct à la palette avec certaines personnes un peu plus loin, certains bistrots, etc. Okay. Donc en fait, il n'y a rien d'impossible. Et nous, on est un peu des yes man finalement. Donc on verra bien ce qui peut retomber ou non. En disant même pas 1 an et demi d'existence, mine de rien, vous avez quand même réussi, je trouve, à un peu faire parler de la brasserie, alors dans la sphère connaisseur, un peu geek. C'est quelque chose que, alors visiblement que vous cherchez aussi à faire, mais est-ce que vous aviez des attentes comme ça sur une première année ? Honnêtement, on savait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. On s'est dit on va faire au mieux, on va faire comme nous on veut et on voit les choses. On va y aller à fond en fait. On va y aller à fond et on va se mettre aucune limite sur la première année, comme disait Jean à un moment. On va dire oui, on a dit oui à tout quasiment. Tous les projets, et après on voyait ce qui était faisable ou pas. Puis on a fait en sorte que tout soit faisable. Et une fois qu'on a réussi cette année, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait plus ? Et une fois que tu as tout fait, tu vois ce qu'il faut refaire ou pas. Exactement. Et aussi, du coup, il y a des trucs qu'on a dit oui trop vite. Et du coup, là, on va continuer à le faire, mais différemment. Parce que faut pouvoir faire plus de choses en même temps. Puis tu apprends aussi, il y a quand même plein de choses au mine de rien. Il y a énormément de nouveautés. On a beau être plutôt du métier à la base, forcément il y a plein de choses. Tu n'y as pas pensé avant, tu n'as pas vécu, tu peux pas anticiper toutes les problématiques qu'il y a. Moi, j'ai jamais été en contact vraiment avec les clients avant. Maintenant je le suis beaucoup plus parce que je partage mon bureau avec Jean. Du coup, je suis au courant de tout. Je tourne avec les distributeurs. Avant, je connaissais pas leur nom. Donc il y a plein de choses comme ça. L'événementiel aussi, ça c'est un énorme apprentissage aussi. On a beau aussi être dans l'associatif tous les deux à côté, il y a une autre réalité quand tu es prestataire, tu es garant de la bonne réussite de l'événement et l'équilibre économique dépend de toi, l'investissement n'est pas le même et tu fais des erreurs au départ. Et en fait... Je veux dire, livrer 260 fûts à un événement alors qu'il pleut et qu'on récupère 200 fûts pleins. Ce sont des choses qui peuvent arriver et par la suite, tu apprends justement comment faire des meilleurs choix tout simplement et énormément d'apprentissage. Franchement, moi, j'ai appris tellement de choses dans cette première année et s'il y a un seul conseil pour la réussite, c'est ne jamais dormir. Excellent conseil. Parce que c'est un peu ce qui se passe, mais non, honnêtement, il y a tellement de trucs cool qui se passent tout le temps, on a plein d'opportunités sympas et j'ai l'impression que plus t'en veux, plus il y en a et il y a ce truc de la mise en mouvement, moi je trouve que ça me parle pas mal. Si tu te mets en mouvement, si tu donnes une direction, il y aura une réponse en face, quoi. Donc nous on bouge. Trop bien. Si je vous demandais là, à chacun de vous, pour vous, votre réussite depuis le lancement de la brasserie, que ce soit, je sais pas, une fierté, un produit, un événement. Des bananes. Des bananes, ok. Non, il y a, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont cool. Moi, forcément, peut-être que bizarrement, je vais peut-être pas prendre le truc là où on attendrait une réponse. Moi, ce qui fait que je vis le truc fort et que je kiffe au quotidien, c'est l'équipe, quoi. J'allais dire avoir réussi à bien former tous nos gars. Il y a le côté formé, bien évidemment, il y a le côté produit, mais il y a aussi tout bêtement le côté humain de bosser ensemble et de kiffer et de tout ce kiffer ensemble, quoi. On kiffe ce qu'on sort, on aime bien les produits, on apprend ensemble, on se plante ensemble, et tout le monde mouille le maillot et puis du coup ça fait une expérience humaine très très forte. C'est à la fois un peu bateau et à la fois voilà. Alors on est 7 mecs à bosser à la brasserie et c'est sûr qu'à la pause déjeuner ça se ressent. Mais on se marre bien et on est tous à fond, on est tous contents de venir bosser le matin. Donc on est tous prêts à se donner pour aussi ce projet qui est naissant parce que tout le monde est arrivé au début du projet. Donc c'est cool quoi, de vivre ça ensemble. Ouais, il y a ça. Et puis après il y a forcément des bières qui nous ont marqué. Moi il y en a une qui est une réussite, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler d'une bineuse particulièrement, mais on a Sexy Coccinelle, qui était une de nos éphémères du tout début. C'est une Red Ale à 3 degrés 8, je crois que c'était. Et c'était tellement cool, trop content. C'était une de nos premières éphémères et j'en ai un souvenir top, quoi. Franchement, c'était une super bineuse. Une Red Ale si légère en alcool. Et en plus de ça, Renan a une coccinelle vintage, machin et tout. On a fait un shooting, il faisait trop beau. Et tout était nickel. Et cette bière, c'est très très bon souvenir. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a bu. Finalement, c'était tellement au début. Ouais, il y avait jamais eu de canette sur ça. C'était vraiment le tout début. On pensait que ça allait jamais marcher parce qu'une Red Ale qu'on sort en novembre à Rennes à 3 degrés 8, c'est dit, ça va pas, les trucs vont pas aller ensemble. Surtout que
j'utilisais des levures, elle était à 3,8 degrés parce que j'utilisais une levure que je connaissais pas. Et j'ai fait ça fermente pas bien en fait. Puis, du coup, j'ai appelé mon fournisseur de levure qui m'a dit bah ouais, elle est faite pour pas atténuer beaucoup. J'aurais dû lire la description. Et du coup, maintenant je le sais. J'ai essayé d'en refaire une qui a été vraiment pas du tout aussi bonne. C'est pas ce même rendu surtout. Ouais. Et du coup, mais c'est vrai que celle-là, elle nous avait bien marqué à l'époque. Et sinon, c'est affluence pour moi. C'est d'avoir réussi à faire une IPA où j'ai beau faire énormément d'IPA éphémères, j'en sors au moins 2 par mois des nouvelles IPA qui sont toujours très bonnes. Et à chaque fois, je trouve qu'Affluence, elle est meilleure. Ça me va. Tant mieux. Ça me rappelle. C'est celle que tu sors tout le temps. C'est celle que je sors tout le temps. Et elle est aussi très bonne parce qu'elle est constamment fraîche. Oui. On fait quasiment un fermenteur de 40 hectos par semaine. Ah oui. Du coup, ça envoie un peu. Elle est très fraîche. Et c'est vrai que pour un peu conclure sur ce que tu disais, je te rejoins aussi sur Affluence. Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est très vrai. Quand les gens me disent, je pensais que j'aimais pas l'IPA en buvant l'Affluence, et que ça se voit dans leurs yeux, c'est sincère. Souvent, c'est en salon et des gens qui sont curieux, mais sans pour autant, voilà. Et c'est trop bien, quoi. Et le nom d'Affluence, il est venu parce que du coup, quand je suis arrivé à Rennes, parce que Jean m'a fait venir pour monter la brasserie, il m'a présenté à des copains à lui avec qui il avait une association, un collectif musical qui organisent des événements qui s'appelle Affluence. Et du coup, j'ai rejoint l'association et je leur ai dit, je veux que ma meilleure bière, je veux que ce soit une IPA. Et du coup, je veux qu'elle s'appelle Affluence. Comme ça, il y aura le nom du collectif écrit un peu partout dans Rennes. C'était une vanne un peu au départ. C'était un peu une vanne et puis maintenant, ça a pris. Et puis ouais. du coup, c'est Affluence, quoi. Trop bien. C'est rigolo. Et du coup, un peu au contraire, est-ce que là, avec du recul, il y a un projet ou une bière dans laquelle vous vous êtes lancé, vous dites maintenant, avec du recul, pourquoi on a fait ça ? Soit parce que c'était raté, soit parce que ça correspondait pas aux attentes, ou je sais pas. Il y a eu des petits ratés. Ouais, il y a eu des petits ratés. Alors forcément, il n'y a pas de regret parce que le papier c'était bien. Ouais. Honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de. J'ai eu la Sugar Daddy. Sugar Daddy est un très bon exemple. Ça, c'est un très bon raté. Sugar Daddy, c'était vraiment. Donc, quand j'ai voulu brasser une triple IPA et j'ai voulu tester de faire un double empâtage comme je fais sur un Imperial Stout. Ouais. Et du coup, ça m'a donné un truc très sombre, du coup, et qui a mal fermenté, mais j'avais beaucoup une densité très haute au début et une densité finale très haute aussi. Donc, j'avais beaucoup d'alcool, mais sur un truc extrêmement sucré, sombre. Vraiment pas très bon, vraiment pas très bon. On l'appelait Sugar Daddy pour ça. On l'a renommé, c'était censé être une triple IPA, mais on a fait que du fût du coup, parce qu'on avait des étiquettes, on voulait la mettre en canette, et on s'est dit jamais de la vie, je mets ce truc-là en canette. On a fait que du fût, que j'ai renommé Sweet IPA, pour dire qu'elle allait être très sucrée. Il n'y a qu'un bistrot qui l'a eu, et elle a eu du mal à partir, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de fût en plus. Finalement. Tout était raté. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il y a quand même des gens qui ont adoré ça. Mais parce qu'il en faut. C'est le degré d'alcool. Ouais, et le sucre. Hein, mais c'est ça, en fait, du sucre et 11 degrés d'alcool. Ah oui, ça me plaît. Mais beaucoup de sucre. Oui. Et celle-ci, c'était raté. Et c'est vraiment le truc de, de temps en temps, t'as envie de tester un double empâtage sur une IPA. Et plus jamais, les gars, utiliser du sucre candy, c'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. Moi, j'allais partir plutôt sur. Il y a des brassins, mais c'était pas forcément. On n'a pas eu tant de brassins qui ont eu des soucis, mais forcément, il y a des bières quand tu as des appels en mode cette bière-là, elle déconne un peu, et tu as un premier, puis un deuxième, puis un troisième, tu es en mode c'est le lot, quoi. Et on en a eu 2 comme ça sur une sour, une première fois, une autre fois c'était une saison, ça n'avait rien à voir. Ça va sur l'année, il n'y en a pas eu beaucoup. Honnêtement, on a pu rapatrier très rapidement. C'est toujours les trucs où ça déçoit un peu, mais tu peux pas tout maîtriser, bien évidemment. Et puis ça fait partie un peu de l'apprentissage, quoi. Bien sûr, mais on essaie vraiment de minimiser ce truc-là. Ah oui, et c'est toujours des moments qui sont un peu durs. Ouais, le plus dur, c'est de savoir comment réagir. Ouais, et puis d'où ça vient et machin. Et c'est une période de merde. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Il faut se remettre en question, alors que parfois c'est pas du tout le moment. Ouais. Donc voilà. Et très bien. Après une première année comme celle-ci, un peu sur les chapeaux de roue, c'est quoi l'avenir à court terme, à moyen terme, à long terme pour Smash ? Qu'est-ce qui est visé ? Déjà, donc nous on a quand même un gros volet événementiel. Donc je vais forcément parler plus de ma partie, mais un fort volet événementiel, et du coup là l'idée c'est de réitérer tous ces partenariats qu'on a déjà eus, mais de pas se mettre trop dans le rouge aussi, parce qu'on s'aperçoit que c'est trop bien de faire beaucoup d'événementiel, mais c'est aussi un truc en plus en fait. À la base, on n'avait pas prévu d'en faire autant du tout, et ça prend un peu des points de vie l'événementiel quand c'est mal anticipé ou qu'il y a beaucoup de dernière minute. Donc mieux anticiper, voilà, et réitérer une belle saison comme l'année dernière, si possible avec une bonne météo. Et oui, comme ça, ça change toute la donne.
Dire ça alors qu'il y a des inondations partout dans Rennes. Justement, en ce moment même. alors quoi. on est en janvier. Au moment où on enregistre. Ça tombe maintenant pour pas que ça tombe cet été. Faut pas que ça tombe en juin, là, et- Voilà, et sinon, dans les projets, c'est vrai que en fait, continuer sur notre lancée finalement, parce que je pense que on a une belle inertie, on a naturellement des projets qui viennent. Peut-être essayer de pas tout accepter tout le temps et arriver à peut-être un peu plus... Peut-être un peu moins Yes Man. Un peu moins Yes Man, ouais, c'est ça exactement. Maybe Man. Ouais. Ouais, mais c'est vachement moins sexy. Ouais. Du coup, Voilà, moi, j'aime bien l'idée d'être yes man et de trouver la solution. bien sûr, mais il y a un moment où c'est il y a forcément une inertie telle que bon voilà. Mais on est content, ça part bien, la saison va être top et honnêtement, on pensait que ça se calmerait un peu plus hors saison. C'est faux. Ok. C'est faux parce que en fait, typiquement. Genre rattrape tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en Oui. saison, et puis on prépare la saison d'après, et puis en plus d'être yes man, on est assez porteurs de nouvelles idées, de nouveaux projets tous les deux. Du coup, on a plein de nouveaux trucs. Hey mec, si on faisait ça en plus, c'est ça en plus, c'est Et ça en bien plus. évidemment, les gars aussi proposent des recettes tout le temps. On a plein de trucs qui sortent, on a plein de collabs artistes. Là, on a Artiste ou brasserie, je pense. Ou brasserie. Je pense qu'entre aujourd'hui et le mois d'avril, on a quasiment une dizaine de collabs de prévus. Oui. Donc aller-retour, Retour, oui, parce ouais. que du coup, on essaie de les caler maintenant, comme ça, sur le calendrier de l'année, on sait que tout est posé. Ouais. Mais par exemple, semaine prochaine, le vendredi, on fait collab avec la brasserie Odyssée. Et le lundi, on fait la collab retour. Comme ça, c'est fait. calé. On sort les deux pour le Saint-Malo. Ok, Voilà, nickel. ça sera nickel. Et on va faire... on a plein de collabs de prévus. Et je pense que ça nous éclate de le faire. Et ça, c'est un bon moyen aussi, je trouve, pour revenir à la volonté de s'ouvrir un peu plus au national. Faire des collabs, ça nous ouvre un peu au national parce que Oui. tu chopes un peu le réseau des autres aussi. Et on a cette chance, encore une fois, d'avoir des bistrots. Du coup, quand on invite les gens à faire des collabs chez nous, on peut toujours les inviter à faire un TTO aussi. Comme ça, ils ne se déplacent pas pour rien. En plus de ça, nous on fait de l'événementiel, mais Jean, il a fabriqué un gros son de système de ses petites mains, et du coup on aime bien aller le poser dans des lieux, dans des brasseries qui peuvent l'accueillir. Du coup on va mettre du son, faire un TTO, proposer une collab, et on essaie de mélanger un peu tous les univers qu'on aime en même T'as temps. souvent une tatoueuse et un atelier je sais pas quoi à côté. Enfin, on essaie de trouver un peu des concepts à chaque fois. Ouais, c'est ça, du coup On se fait kiffer quoi. on dort pas, quoi, vraiment. Ça résume ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Faut pas dormir. Mais c'est bien, franchement, c'est trop bien. Faut le faire maintenant, en fait, tant qu'on est encore bouillant de tout ça, quoi. Clairement. Moi, je vais arriver sur la fin de tout ce que j'avais préparé. Est-ce que vous voyez des choses à rajouter, des points que j'aurais oublié d'aborder, qui vous semblent importants? Voilà. J'avoue que. On a un chat à la brasserie. Ouais, je vois, là, je l'ai dans mon champ de vision depuis le début. Ah Il est ouais. relax comme pas possible. Il est relax parce qu'il a bien bouffé ce midi. En fait, on a un chat depuis le début. C'est lui, Jean-Louis. Hein. On a un chat qui s'appelle Porter Ok. et qui avait une sœur au début qui s'appelait Baltic, puisque ça faisait Baltic Porter. Et on était content de notre blague, mais sa sœur a disparu. Porter est resté. Porter est le chasseur de la brasserie. Et grâce à lui, nous n'avons jamais eu de problème de rats ici. C'est bien. Et par contre, on l'a souvent vu avec des rats dans la bouche. C'est donc il bosse bien. Donc il bosse bien. Il bosse à fond. Il bosse à fond. Et là, Là, il est au repos, là. S'il est comme ça, c'est parce qu'il a bouffé, a priori. Dès qu'il chope un rat ou qu'il a trop bouffé, il est amorphe pendant 48 heures. D'accord. Et d'ailleurs, si tu vas sur le site de la brasserie, Ouais. tu trouveras, il a sa petite fiche dans l'équipe, et une photo et tout. Parce que vraiment, il taffe à plein temps. Ouais. Voilà, petit détail. Trop bien. Et ben, du coup, je vais conclure l'épisode en vous demandant une petite question simple, mais pour les auditeurs qui veulent goûter les bières de chez vous, comment ils peuvent se les procurer? Alors, si vous êtes à Rennes, C'est facile. C'est facile. Si vous êtes en région Bretagne, je pense que c'est facile aussi. Mais pour les autres, envoyez-nous un message sur Instagram pour l'instant, ou sur contact@smash.bzh. Et de là, on peut trouver des solutions pour l'instant au cas par cas. Et après, sinon, venir Et vous ensuite, découvrir sur les venez salons. dans les salons. Suivez-nous sur les réseaux. Ouais. On bouge partout. On fait des TTO très régulièrement dans plein d'endroits différents. On va faire beaucoup de salons cette année, on espère. Enfin, on en a beaucoup de prévus et beaucoup où on attend des réponses. Donc, Trop bien. Et pour les copains distributeurs qui souhaiteraient goûter ce qu'on fait, pas de souci, on fait des petits envois aussi. Petit message et, Voilà. Wink, et wink. ça peut s'arranger. Wink, wink. Très bien. Et ben, merci à tous les deux pour votre temps. Et ben, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel Merci, épisode. Alex. Yes. Allez, à plus, salut.